Le sol ne tremble pas, il pulse sous vos pieds. On dirait un battement de cœur régulier. Mais qu'est-ce qui pourrait battre au fond d'un glacier? Ce n'est pas un séisme. Et pourtant, ça peut être lié à un glissement de terrain capable de déclencher un tsunami dévastateur et de rayer plusieurs villes de la carte. Pendant plus de 5 ans, des scientifiques ont surveillé le glacier Berry en Alaska. Tout ça parce que ce glacier est plutôt instable. En 2020, une équipe de l'Université d'Alaska a littéralement passé une zone instable du glacier Berry au peigne fin. Ils ont installé des capteurs partout, espérant capter les tout premiers signes d'alerte, l'équivalent géologique d'un grand craquement avant un effondrement. Le problème, c'est que le sol pulsait là-bas. De minuscules signaux apparaissaient et disparaissaient selon un certain rythme. Personne ne comprenait pourquoi. Le mystère a persisté jusqu'au jour où les chercheurs ont compris la vérité. Ces pulsations étaient causées par l'eau qui s'infiltrait dans les fissures de la roche, gelée, dégelée, puis regelée. C'est comme si l'eau forçait une porte petit à petit, et chaque gel agrandit les fissures un tout petit peu plus. Avec le temps, toute cette pression pourrait donner la poussée finale qui fera s'écrouler tout le versant. Et c'est pour ça que tout le monde surveille le glacier Barry et le fjord de Barry Arm de si près. Le flanc de la montagne là-bas est abrupt, fissuré et instable. C'est en gros un empilement géant de blocs détachés maintenus par la glace. Si ça lâche d'un coup, des millions de tonnes de roches pourraient s'écraser droit dans le fjord en contrebas. L'impact ne ferait pas juste quelques vagues, ce serait une catastrophe majeure. Ce versant instable de Barry Arm se trouve juste au-dessus de l'eau. S'il cède, il pourrait envoyer une vague puissante à travers le fjord. Pour les gens en kayak ou en bateau à proximité, ça seul serait extrêmement dangereux. Et dans le pire des cas, des endroits comme Whittier pourraient voir des vagues de plus de 2 mètres, rien qu'avec l'impact initial. Et ce n'est même pas le pire scénario. Si un énorme pan de montagne s'effondre d'un coup, la vague juste à côté du glissement pourrait être absolument colossale. Des centaines de mètres de haut dans le haut de Barry Arm et le fjord de Harima. Ce serait littéralement un mur d'eau, et cette énergie ne resterait pas sur place. Les modèles montrent que le tsunami pourrait parcourir une 50aine de kilomètres et atteindre Whittier en environ 20 minutes. Certaines estimations prévoient des vagues de plus de 10 mètres là-bas. Même si la vague réelle est plus petite que les pires modèles, elle serait assez puissante pour causer des dégâts considérables. Et ce ne sont pas que les villes qui sont menacées. Un tel tsunami pourrait créer des courants violents et des vagues chaotiques dans tout le détroit, mettant en danger bateaux, navires de croisière et chalutiers. À terre, les quais, les ports et les infrastructures côtières de Whittier pourraient être durement touchés, et les effets ne s'arrêteraient pas là. D'autres communautés côtières comme Chinanga, Tintilek, Valdez et Cordova pourraient aussi subir l'impact selon la propagation de la vague. Des tsunamis causés par des glissements de terrain se sont déjà produits et ils ont été dévastateurs. Par exemple, le 18 mai 1980 à 8h32, une énorme éruption a soufflé le flanc nord du mont Saint-Helens. Il s'est avéré que du magma s'était infiltré sous le versant nord, formant un renflement énorme. Et quand un séisme de magnitude 5,1 a frappé juste sous ce renflement, le versant a glissé à une vitesse hallucinante. Ce glissement de terrain massif, le plus grand jamais enregistré sur Terre, a dévalé la montagne et percuté le lac Spirit. Toute cette roche a déplacé l'eau en une vague géante, plus haute qu'un gratte-ciel. La vague s'est écrasée dans le lac, arrachant arbres, souches et débris, et créant une avalanche de 90 mètres de haut. Certains arbres sont restés intacts, mais la plupart ont été cisaillés à la base par le souffle volcanique brûlant qui a suivi quelques secondes plus tard. La majeure partie des débris a parcouru plus d'une vingtaine de kilomètres le long de la rivière North Fork Toutle, remplissant la vallée de décombres. C'était comme si on avait enseveli la vallée sous un mur de roches plus haut que la Statue de la Liberté, et même au-delà. Au final, une vaste zone a été recouverte de roches et de boue.
Le lac Spirit s'est retrouvé 60 mètres plus haut qu'avant à cause de tous ces débris. Et même 4 décennies plus tard, des radeaux de troncs flottants dérivent encore sur le lac, poussés par le vent. Mais l'Alaska a connu un événement encore plus fou. C'était le soir du 9 juillet 1958. Ce jour-là, la baie de Lituya a été frappée par un séisme de magnitude 7,8 à 8,3. Ça s'est produit sur la faille de Fairweather, déclenchant un glissement de terrain massif qui s'est écrasé dans l'entrée étroite de la baie. Le bruit de la patte a été entendu à 80 km. Toute cette roche a provoqué un méga tsunami qui a balayé la baie, arrachant arbres, sols et rochers jusqu'à une hauteur supérieure à l'Empire State Building. Par miracle, seules 5 personnes ont perdu la vie, bien que beaucoup aient été blessés. 2 pêcheurs sur un bateau ont été emportés par les vagues. 2 autres, un capitaine et son fils de 7 ans, ont été soulevés par le tsunami, projetés haut dans les airs et s'en sont sortis pratiquement indemnes. On peut parler d'un sacré coup de chance. La destruction ne s'est pas arrêtée là. À Yucatan, la ville la plus proche, des ponts, des quais et des oléoducs ont été détruits. Un pylône a été abattu et une cabane a été aplatie. Des câbles sous-marins qui reliaient le réseau de communication de l'Alaska ont été rompus. Le méga tsunami a rasé les forêts le long du rivage, ne laissant presque rien debout, sauf quelques arbres aux extrémités nord et sud. L'eau a tracé une ligne de destruction à près de 200 mètres autour de la baie. C'est encore visible depuis l'espace aujourd'hui. Mais revenons au glacier Barry et aux dangers qu'il représente. Pendant longtemps, les scientifiques ont surveillé cette zone à l'ancienne. Vous savez, des avions survolant le site, l'analyse de vieilles photos et la comparaison de données d'études passées. Tout ça aide, mais ça peut rater de minuscules changements lents qui sont souvent les plus importants. Et puis les satellites sont entrés en jeu, permettant aux scientifiques d'utiliser un outil puissant appelé PS-INSAR. C'est en gros un moyen de détecter des mouvements du sol si infimes qu'on ne les verrait jamais à l'œil nu. Cette méthode est particulièrement efficace pour capter des glissements au ralenti, là où le sol ne craque pas, mais se déplace imperceptiblement. Voyons comment ça marche. Les satellites envoient des ondes radar vers la Terre. Ces ondes touchent le sol et rebondissent. Le satellite mesure le temps de ce rebond. Si le sol est élevé comme une montagne, le signal revient plus vite. S'il est bas, comme un canyon, ça prend plus de temps. En répétant l'opération, on peut savoir si le sol a bougé, même d'un tout petit peu. Imaginez maintenant le satellite faire ça encore et encore, en tournant autour de la planète. Chaque passage ajoute un nouvel instantané. En superposant tous ces instantanés, on obtient une image ultra détaillée de l'évolution du terrain au fil du temps. Plus le satellite fait de passages, plus le tableau devient clair. Grâce à cette méthode, les chercheurs ont étudié la zone de Prince William Sound avec des images du satellite Sentinel-1. Ils se concentraient sur les mois sans neige, en général de juin à octobre, de 2016 à 2020. Puis, ils ont comparé toutes ces données satellites avec d'anciennes images aériennes et des registres de glissement de terrain pour observer les changements. Les satellites peuvent balayer d'immenses zones, tout en captant des mouvements infimes. Et comme ils repassent au même endroit, les scientifiques peuvent suivre où le sol a bougé, de combien, et si ce mouvement s'accélère ou ralentit. Ce mouvement s'appelle le déplacement, et c'est un indice crucial. Beaucoup de données, c'est une image plus nette. C'est comme regarder un accéléré, au lieu de deviner à partir d'une seule photo. Et comme le sol ne bouge pas à un rythme constant, ça aide les scientifiques à repérer des changements qui pourraient signaler un danger croissant, pour qu'on puisse, espérons-le, réagir à temps.